Bonjour tout le monde. Déjà, je vais me présenter. On a déjà un peu discuté, mais pas forcément avec vous. Donc, je suis médecin. Je suis médecin généticien clinicien. Vous en avez probablement tous rencontré au moins pour essayer d'avoir le diagnostic. Donc, je vois des personnes qui ont des maladies génétiques et mes spécialités, entre guillemets, ça va être des problèmes autour du trouble du neurodéveloppement, donc soit trouble du développement intellectuel, soit trouble du spectre de l'autisme, soit autre forme de trouble du neurodéveloppement. Et puis, des personnes qui ont des problèmes de croissance en taille sans trouble du neurodéveloppement, plutôt à la recherche de maladies osseuses constitutionnelles. Et enfin, tout ce qui est auto-immunité. Voilà. Bref, mais la plupart des généticiens sont à peu près comme ça. C'est-à-dire qu'on a euh, une activité qui est importante pour une grosse partie de la population par rapport aux troubles du neurodéveloppement, et puis d'autres spécialités par la suite. Et alors, pourquoi PAX 1? Pour l'histoire de pourquoi PAX 1, avant de rencontrer Magali, c'était que, en fait, moi, je suis dans le conseil scientifique d'une autre association de personnes malades, de patients, qui est le syndrome Kabuki. Alors, certains d'entre vous ont probablement entendu ce mot-là parce que c'était le diagnostic initial qui avait été proposé pour vos enfants. Il s'avère que dans l'association Kabuki, c'est pareil, il y avait un garçon qui est porteur d'une variation dans le gène PAX1. Et assez rapidement, en gagnant en expérience sur le syndrome Kabuki, on s'est rendu compte que le diagnostic, ce n'était pas le bon pour ce garçon, alors qu'il était dans l'association depuis quasiment le début, hein. Il avait participé à la création de cette association. Et ça a été très difficile pour les parents de quitter l'association Syndrome Kabuki pour repartir dans le vide, entre guillemets, ou en tout cas en perdant la famille de l'association Kabuki. Et j'avais promis à cette maman de ne pas la laisser tomber et de continuer à avancer sur cette pathologie-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a essayé d'avancer de notre côté avant que l'association, en tout cas avant qu'on se rencontre avec l'association, parce que cette fois, elle était peut-être déjà créée, mais je ne la connaissais pas, pour essayer voilà, de voir ce qu'on pouvait apporter pour les personnes avec variation dans le gène PAX1 et ce fameux syndrome dont on a beaucoup de mal à prononcer. Donc, je ne le dirai pas parce que je vais certainement me planter. Euh, voilà, ça c'est le problème des Flamands. Voilà, ils n'ont pas les mêmes noms que nous. Mais globalement, voilà le pourquoi du comment. Puis après, ben, forcément, il y a eu l'association PAX1. Et ben, comme j'avais fait la promesse de ne pas laisser tomber PAX1, voilà, je me suis engagé dans l'association. Et l'idée, c'est de voir comment, du côté clinique, parce que quand on a une maladie génétique, on va se poser plein de questions. On va se poser des questions de, quand on a la variation dans le gène PAX1, qu'est-ce que ça fait chez les personnes elles-mêmes, sur le plan clinique, quels vont être leurs symptômes, quelle va être l'évolution, la trajectoire de vie tout au long de leur vie, quels vont être les symptômes cliniques qui vont être associés, et comment on peut les accompagner sur le plan scolaire. Enfin, on se pose beaucoup de questions à la fois sur le plan médical, mais surtout sur le reste de la vie. Donc ça, c'est la première question. C'est là où moi, je peux intervenir dans l'association par rapport à cette question, on va dire, très clinique, puis après on reviendra sur une deuxième partie de la clinique. Il y a d'autres questions qui sont, une fois qu'on a cette variation dans le gène PAX1, qu'est-ce qui se passe dans la cellule de la personne malade? Qu'est-ce qui se passe dans les cellules et dans les organes en particulier? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Pourquoi cette lettre qui est différente dans l'ADN, en plus toujours la même quasiment, pourquoi est-ce qu'elle a ces conséquences-là? Donc ça, c'est d'autres groupes on va dire, de chercheurs qui peuvent intervenir, et en particulier des biologistes ou autres. Et je parle sous contrôle de Magali parce que bah, comme elle nous anime dans l'association, bah, si c'est vrai, et c'est le rôle d'une association en plus, hein, et il ne faut pas hésiter à nous fouetter, pas trop fort, mais il ne faut pas hésiter à nous donner le là. Quand je dis fouetter, c'est pas ça, mais nous réorienter sur vos besoins parce que c'est vous qui êtes le plus performant pour pouvoir nous dire quels sont les besoins de vos enfants et quels sont vos besoins à vous. Et ce n'est pas à nous de décider ça. Donc, vous nous orientez. Et après, sur la partie biologie cellulaire, biologie moléculaire, ben là, je suis moins compétent. Donc, c'est d'autres acteurs qui interviennent. Et puis, il y a d'autres acteurs qui peuvent intervenir aussi. C'est les acteurs du médicament ou en tout cas des traitements que l'on peut essayer de développer et de proposer. C'est là où on revient à la clinique sur la question de si un traitement, comment on peut évaluer l'efficacité de ce traitement, parce que ce n'est pas possible de donner des choses aux personnes sans être sûr qu'on va avoir à la fois de l'efficacité et puis à la fois de la sécurité. Parce qu'on ne va pas donner des poisons aux enfants, on veut donner des choses qui marchent et qui marchent bien, et pas juste qu'on pourrait imaginer, parce qu'il y a
qu'on appelle quand on donne un médicament l'effet placebo. Et l'effet placebo, c'est qu'on a envie de croire à l'effet du médicament. Et cet effet placebo, il est assez puissant. On peut s'auto-persuader que ça marche, qu'il y a des progrès, qu'il y a plein de choses. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des éléments cliniques qui peuvent être mesurables, chiffrables, pour pouvoir dire ce qui se passe avant et ce qui se passe après l'essai thérapeutique et donc démontrer que par rapport à un placebo ou d'autres situations, ce qui est compliqué dans les maladies rares, comment on peut s'en sortir. Bon, bref. Mais avant de parler de tout ça et de l'intérêt de la clinique, on va parler un tout petit peu de l'historique, mais que vous connaissez probablement aussi bien que moi. Avant 2016, on ne connaissait pas la maladie de vos enfants. Et donc, si vous avez démarré des examens génétiques avant 2016, ben, tout le monde était un peu dans le noir et on tâtonnait tous. Et puis à partir de 2016 et surtout l'avènement de nos nouveaux outils génétiques qui ont permis de découvrir beaucoup plus de maladies que ce qu'on pouvait faire avant avec les vieux outils génétiques, et on s'est mis à découvrir beaucoup de pathologies génétiques, dont le syndrome de Schwarzenegger, donc qui est cette dame-là, qui a décrit pour la première fois cette pathologie. Et la plupart du temps, quand on décrit une nouvelle maladie génétique, c'est un effort international, un consortium où on se partage en fait les informations génétiques, quelques informations cliniques, et puis ça s'arrête là. On découvre de nouvelles maladies et soit il y a des collègues qui reprennent la main et qui essayent d'avancer, soit on s'arrête là. Et donc, on voit ici, alors tout est en anglais forcément dans ces euh, articles scientifiques. Donc, on nous explique que c'est toujours la même variation dans l'ADN du gène PAX1, ce qui est quand même quelque chose qui n'est pas très classique dans nos maladies génétiques. Il n'y a pas beaucoup de maladies où c'est toujours au même endroit, où c'est différent, mais c'est comme ça. Et puis, on vous dit, bah voilà, on a examiné, enfin, ils avaient, pardon, des informations pour 19 enfants, donc c'est en haut à gauche là, et l'âge allait de 2 ans à 21 ans. Et puis, les symptômes, c'était, eh ben, il y a un peu plus de garçons que de filles, mais c'est le fruit du hasard. On verrait que nous, dans la série, entre guillemets, qu'on essaye de finaliser, c'est pas tout à fait ça, c'est un peu l'inverse, on a plus de filles que de garçons. C'est complètement lié au hasard. Et puis, vous aurez normalement les diapositives, hein, si vous voulez. Mais après, c'est possible de faire des photos. Moi, ça ne me dérange pas, mais c'est juste pour dire que la qualité sera probablement. Parce que bon, la qualité projetée, déjà, n'est pas la même. Alors, je pense que la photo de la qualité projetée, ça va être. Mais bon, c'est tout à fait possible. Et puis, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ces variations, qui sont toujours la même, elles sont toujours, entre guillemets, accidentelles. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien dans la famille, et puis cette variation apparaît. Et quand c'est comme ça, déjà, l'expérience que j'en ai quand je discute avec les autres parents d'enfants en situation de handicap, souvent il y a beaucoup de questions autour de mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pourquoi mon enfant? Pourquoi ma famille? Est-ce que c'est quelque chose que j'aurais bu qu'il ne fallait pas? Fumer quelque chose qu'il ne fallait pas? Repeindre la chambre de l'enfant quand il ne fallait pas? Ou autre chose? Rien de tout ça. Rien de tout ça, pourquoi? Parce que notre ADN, il change tout le temps. Et à chaque fois qu'on fait des enfants, que nos enfants aillent bien ou qu'ils soient différents, on a toujours une centaine de lettres dans notre ADN qui va changer. Notre ADN, c'est 3 milliards de lettres. Et à chaque fois qu'on fait des spermatozoïdes ou des ovocytes, et c'est vrai pour chaque spermatozoïde ou ovocyte différent, donc il y a ces différences, systématiquement, il y a une centaine de différences. Et ces différences, elles peuvent être soit dans un gène où à lui tout seul, il ne peut pas rendre malade, il faut que l'autre parent donne aussi la même chose, soit dans un gène où il ne se passera rien tant qu'on ne prendra pas le médicament qu'il ne fallait pas prendre, soit dans un gène où il ne se passera rien non plus, où ça va donner un petit avantage, un petit gain, soit dans un gène qui, lui, est important pour la mise en place des organes, pour la chimie des cerveaux, pour la chimie d'autres choses, et donc qui va donner une maladie génétique. Et ça, c'est la nature qui fait ça. On pourrait dire, mais pourquoi la nature fait ça? La nature fait ça tout simplement parce que euh, c'est le même ADN qu'on a depuis l'apparition de la vie et les premières bactéries. Et cet ADN, globalement, il va faire à chaque fois que cette bactérie se reproduit des petites variations. Et ces petites variations, elles sont faites pour, si on change l'environnement, il y a un petit groupe d'individus qui vont résister à cet environnement, qui seront sélectionnés par l'environnement. Donc ça permet de permettre à l'espèce de survivre. Donc c'est vraiment le but, c'est ça. Mais comme c'est stochastique, complètement aléatoire, bah, il y a des variations qui sont dans des gènes divers et variés.
Bon, bref, donc c'est pour ça qu'on a des accidents génétiques ou des variations de novo, qui est le meilleur terme, mais compliqué à comprendre, en tout cas quand on n'a pas l'habitude. Et puis après, ils ont continué à décrire quels étaient les symptômes chez ces enfants. Est-ce que le périmètre crânien, donc ce qu'on appelle la microcéphalie, est plus petit? Est-ce que, il y a des difficultés alimentaires? Alors, je ne veux pas le dire en anglais, parce que on va se moquer de moi, donc voilà, je ne le dirai pas. Est-ce qu'il y a des aversions orales? Est-ce que, en gros, il y a des difficultés alimentaires chez ces enfants? Est-ce qu'ils ont des problèmes de mastication, de succion, déglutition, etc., etc. Donc, on voit que c'est assez fréquent. Est-ce qu'ils ont un reflux gastro-œsophagien? On voit que c'est assez fréquent. Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir une nutrition entérale quand ils sont tout petits? Et là, ils disent 4 sur 19. Et puis après, est-ce qu'il y a des difficultés d'apprentissage? 100%, mais qui sont forcément variables. Est-ce qu'il y a un trouble du spectre de l'autisme associé ou pas? 6 fois sur 19, après on pourra en reparler. Et est-ce que voilà, il y a des difficultés, des problèmes d'épilepsie, 12 sur 19, des problèmes d'hypotonie. Enfin, bref, ils ont comme ça listé un certain nombre de soucis. Est-ce qu'on peut avoir des soucis euh, d'auto ou d'hétéroagressivité? Dans cette série, c'était 10 sur 19. Et à l'IRM cérébral, est-ce qu'on a des petites malformations cérébrales ou pas? Et là, dans cette série, c'était 12 sur 16. Alors, ce gène PAX1, il fait partie de nos 20 000 gènes. On a tous 2 fois 20 000 gènes. 20 000 donnés par papa, 20 000 donnés par maman. Et ce gène PAX1, il est sur le chromosome 11. Alors, chromosome, gène, pour faire un truc tout simple, imaginez notre matériel génétique, donc qui sont dans nos cellules. Nos cellules, si je vous fais une prise de sang, vous avez des cellules qui flottent, c'est les globules blancs, les lymphocytes. Si je vous fais une biopsie cutanée, vous avez des tas de cellules qui sont collées les unes à côté des autres, c'est les fibroblastes. Et puis c'est pareil, notre corps est entièrement composé de cellules. Et dedans, on a un noyau, comme dans une pêche ou un abricot, on va avoir un noyau. Et dans ce noyau, on a toutes les informations d'une personne. Vous prenez le noyau d'une pêche, vous le mettez dans le sol, vous avez de quoi avoir un arbre à nouveau des fruits. Dans nos noyaux, on a toutes les informations d'une personne. C'est sur des fils d'ADN, et les fils d'ADN et les chromosomes, c'est la même chose. Simplement, le fil d'ADN, il est débobiné, alors que le chromosome, c'est le fil d'ADN qui est complètement compacté, rembobiné, comme une bobine de film. On a tous 46 fils d'ADN, 23 donnés par papa, 23 donnés par maman. Et dans ces fils, l'information fait qu'on a des gènes. En gros, un peu comme si on avait une bibliothèque, 23 bibliothèques données par papa, à l'intérieur 20 000 livres, 23 bibliothèques données par maman, à l'intérieur 20 000 livres. Donc là, on est dans la bibliothèque numéro 11. Et vous voyez, cette bibliothèque numéro 11, elle a des étagères, elle a des petites bandes sur le chromosome. Et on est donc sur le bras long. C'est comme si vous aviez une étagère avec un gros morceau et un petit morceau. Donc on est dans le gros morceau, sur le bras long du chromosome 11. Et puis, comme il y a des bandes différentes, on les a numérotées. Donc alors le bras long, on l'appelle Q, le bras court, on l'appelle P. Donc on est en 11Q 1.3.1 parce que c'est l'étagère 1, sous-étagère 3, sous-étagère 1. Bref, truc de génicien, pas très intéressant, mais ça nous permet, nous, si on est à travers le monde, si on dit quelque chose, un autre généticien à travers le monde ou un autre médecin qui maîtrise sait de quoi on parle. Ça permet d'avoir un langage universel pour ça. Et ce gène PAX11 code pour une protéine. Alors, on rentre dans un autre concept qui est que, je vous ai dit que on a des cellules, dedans on a des noyaux, et dans le noyau, on a les plans pour fabriquer des tas de choses pour la cellule. Et ces plans, ils restent dans le noyau. Un peu comme si vous étiez dans une usine, vous avez le bureau des ingénieurs, vous avez toutes les étagères qui contiennent tous les plans pour fabriquer tout ce qu'on veut. On ne sort pas l'étagère pour la mettre sur la chaîne de montage dans l'usine, on fait une photocopie, c'est l'ARN, on l'amène sur la chaîne de montage de l'usine, et puis à ce moment-là, on regarde et on dit, bah, tiens, ça correspond à telle pièce pour fabriquer tel objet. Donc c'est comme ça qu'on va, donc on arrive du gène à la protéine. Et sur cette protéine, on sait qu'elle a des régions, des domaines avec des spécificités. Globalement, c'est comme si vous aviez euh, un plan qui vous permet de fabriquer une voiture. Mais il y a une partie qui dit c'est les roues, il y a une partie qui dit c'est le toit, il y a une partie qui dit c'est le moteur, etc., etc. Et ces protéines vont avoir des fonctions diverses et variées. On estime qu'un gène a environ code pour environ 10 protéines différentes, 10 fonctions différentes. La variation dans le syndrome PAX1 est vraiment à un endroit très précis dans un domaine qui s'appelle Furin Binding Region. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à cet endroit-là, on va attraper
d'autres protéines, et ça sert, entre autres, parce que toutes les fonctions de Paxin ne sont pas forcément bien connues, à transporter des protéines. On va en parler un peu après. Et alors, qu'est-ce qui se passe au niveau génétique? Je vous ai mis à gauche et j'ai piqué sur le site internet PAX1 le schéma, je le trouvais très bien, et du coup, je l'ai dupliqué pour l'autre variation. Dans l'ADN, on a un code génétique. Oui, je l'ai piqué, hein. Je n'ai pas demandé autorisation. Ah, ouais, j'espère, hein, parce que sinon je vais me faire gronder. Et, alors, bon, bref. Comment ça marche le code génétique? Trois lettres par trois lettres, ça va correspondre à un acide aminé, un acide aminé, un acide aminé. Et encore une fois, l'idée, c'est qu'on a un plan avec du texte, des schémas, tout ce qu'on veut, si on doit imaginer, puis il faut le transformer en un produit. Il faut pouvoir traduire l'information du plan dans le produit. Et typiquement, c'est ce qui se passe, hein. L'étape qui permet de passer de l'ARN à la protéine, ça s'appelle la traduction. Et donc, on lit trois par trois. Donc, vous voyez, en bas à gauche, il y a marqué TAC, puis après, il y a marqué AAG, puis après, il y a marqué AAT, puis après, CGG. Donc ça, chacune de ces trois lettres code pour un acide aminé particulier. Et vous voyez que TAC, pardon, ça code pour une tyrosine, puis AAG une lysine, puis AAT une aspartame, et puis après, CGG une arginine. Sauf que si je change le code, et au lieu de mettre CGG, je vais mettre TGG, à ce moment-là, on va changer l'information, ça sera plus une arginine, mais ça sera un tryptophane, un autre acide aminé. Et si je vous raconte une histoire, il fait beau ce jour, pas complètement vrai, mais presque. Mais ça dépend si on vient du sud ou du nord. Mais du nord, il fait super beau. Je déconne. Bon, désolé. Bon, bref, il fait beau ce jour, je change le B en V et je vous dis il fait beau ce jour. Vous me dites, mais j'ai rien compris. Mais la génétique, c'est comme ça. Si on change le sens des lettres dans l'ADN, on change le sens des protéines. Et parfois, ce changement de sens fait que la fonction que la protéine devait faire ne se fait plus comme elle aurait dû se faire. On va raconter une histoire différente. Et c'est pour ça qu'il y a des différences chez vos enfants. Alors ça, c'est la variation la plus fréquemment observée dans le syndrome PAX1 et quasiment toujours celle-ci, la C.607 sédentée. Bon, faut rentrer dans les détails si vous voulez, mais peu importe. Mais la traduction au niveau protéine, donc C, c'est tout ce qui est codant, P, c'est protéine, c'est une arginine à la place d'un tryptophane en position 203. Alors, le R, c'est la nomenclature internationale pour remplacer ARG en une seule lettre. Donc, c'est R, c'est arginine, et W, c'est tryptophane. C'est pour ça que l'autre nom que vous pouvez trouver, c'est R203W. C'est juste la traduction encore plus condensée. Il y a une autre variation qui est moins fréquente, mais qu'on peut quand même voir et qui, a priori, parce qu'on n'a pas assez de recul et d'expérience, va donner à peu près les mêmes symptômes cliniques, où là, au lieu de changer le C en T, on va changer le G, donc on est à droite là, le G en A. Et là, on va changer une arginine en glutamine. Donc c'est la PARG203, on est dans le même acide aminé, mais cet acide aminé, comme on change le code à un autre endroit, il va être changé en un autre. On n'est plus en tryptophane, mais on est en glutamine. Est-ce que c'est tout clair? Parce qu'il faut me dire si ça va trop vite, ça va trop lentement. Alors, qu'est-ce qu'on connaît comme mécanisme de la maladie et qu'est-ce qu'on connaît comme mécanisme de la protéine? Pas grand-chose. Et c'est un des freins à trouver des traitements. Donc, plus on a des collègues chercheurs qui vont essayer de comprendre ce qui se passe exactement, quelles sont les conséquences dans les différents types cellulaires, y compris dans les neurones, c'est qu'en comprenant bien ce qui se passe qu'on peut proposer du traitement. C'est vraiment, ça va vraiment ensemble. Donc, déjà, comment ça arrive? On l'a vu, ça arrive de façon de novo, c'est-à-dire un accident génétique. Il n'y avait rien dans la famille, le problème génétique apparaît. On a vu que ce n'est pas lié à l'environnement, un truc que vous auriez pensé, bu, mangé, rien de tout ça. Vous n'y êtes pour rien, c'est la nature qui est comme ça. C'est comme ça. On ne peut pas décider si on va avoir cette variation qui va arriver ou une autre qui sera à côté qu'on ne va pas définir. On pense que l'effet est un effet dominant négatif. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a deux gènes PAX1, puisqu'il y en a un qui vient de papa, un qui vient de maman. Il y en a un qui est différent.
Et cette protéine qui est différente va aller perturber l'effet, la fonction de la protéine qui va bien. Donc, à elle toute seule, elle emmène tout différemment. Alors, c'est important d'avoir ces notions de mécanistique. Est-ce que c'est parce qu'on a perdu 50% alors qu'on a besoin de 100%? Là, ce n'est pas le cas. C'est celle qui est différente qui va aller embêter celle qui va bien. Et donc, on ne va pas pouvoir avoir la protéine. C'est important aussi, cette information-là, en termes de thérapeutique, parce qu'en fonction de ce qu'on va comprendre, on ne traitera pas tout à fait de la même façon. Où est localisée la protéine qui est codée par le gène? Donc, euh, je vais me déplacer, hein. On a ici une cellule, et cette cellule, elle a un noyau, donc en gris comme ça, avec la membrane qui est autour du noyau. Et dans ce noyau, on a les piles d'ADN qui sont compactées, on voit comme ça en petits paquets en gris. Et on a ici donc la membrane du noyau avec le système pour pouvoir fabriquer les protéines. Et ici, c'est ce qu'on appelle l'appareil de Golgi. Et puis, ici, on a des petites vésicules. Ici, on a une membrane. Donc, selon ce site qui s'appelle le Human Protein Atlas, qui récolte toutes les informations, des tas d'informations de sites différents, eux, ils disent que la localisation de cette protéine, elle est dans les vésicules, donc localisation ordinaire. Dans les vésicules, il y a la membrane, et puis derrière, on voit très très mal, mais en bleu, c'est le noyau, et en vert, c'est l'anticorps contre cette protéine pour la repérer dans le noyau. Et après, il y a d'autres couleurs en rouge qui correspondent à d'autres parties de la cellule. Donc, membrane, dans le plasma, et puis dans les vésicules. On pense aussi que c'est dans l'appareil de Golgi, qui est la petite structure comme ici, qui n'a pas été repérée par les anticorps, mais a priori, c'est ça. Encore une fois, je parle sous le contrôle de Magali. Non, parce qu'elle est devenue hyper experte. Alors maintenant, il me semble que c'est ça. Et comme c'est un peu controversé, les fonctions, la localisation, c'est pas très clair et on a vraiment besoin de faire ça. Donc la fonction, une des fonctions supposées, c'est de permettre, je vous avais dit qu'il y a ce fameux furin binding protein là, ça permet d'attraper d'autres protéines et de les faire circuler dans la cellule. Donc du réticulum monosplique et ailleurs. Et donc, probablement que si cette protéine ne marche pas très bien, on ne va pas réussir à faire fonctionner, à ce que les autres protéines puissent avoir une fonction ordinaire. Mais, encore une fois, on a besoin d'avancer un petit peu plus et d'essayer de comprendre un peu mieux. Alors, qu'est-ce que l'on sait, nous, aujourd'hui, du travail que l'on a fait en France? On a essayé, en France et en Europe d'ailleurs, on a essayé de récolter des informations génétiques de plusieurs personnes qui ont des variations dans le gène PAX1 et pour lesquelles on n'a jamais décrit les informations dans la littérature scientifique. Et on a pu comme ça avoir l'information qu'on a un peu moins de garçons et plus de filles. Encore une fois, c'est complètement random, hein. On aurait 100, je pense qu'on arriverait à l'équilibre. Mais là, aujourd'hui, on a des difficultés. Vous avez plus de garçons que de filles. Non, c'est a priori la même chose, sauf que nous, on a un effet statistique faux, en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a plus de garçons que de filles, alors que c'est probablement la même chose, autant de filles que de garçons. Mais quand on a des petits volumes, des petites séries, on peut arriver à avoir des histoires qui sont fausses. En fait, des variations qui sont fausses, qui sont liées au hasard. Et c'est pour ça que c'est comme pour les essais thérapeutiques, on veut éviter les effets liés au hasard. Donc après, on peut utiliser des tas de systèmes statistiques pour rééquilibrer. Mais globalement, ça, c'est au hasard, puisque dans ce que je vous ai montré avant, c'était l'inverse. Donc c'est juste le hasard qui fait que c'est comme ça. On a l'âge moyen en diagnostic. Donc vous voyez qu'on peut avoir un diagnostic jusqu'à 20 ans. Donc c'est à droite, l'espèce de poire là. Donc, la partie large, ça veut dire que c'est là où il y a le plus de diagnostics, et puis après, on va vers des choses qui sont un peu plus extrêmes. Quel est le type de variation? Eh ben, dans 23 sur les 24, c'est la classique, la R203W, et puis pour 1, c'est la différente. Et puis après, derrière, est-ce que c'est hérité d'un parent ou est-ce que c'est accidentel? La plupart du temps, c'est accidentel. Alors, ça ne veut pas dire que euh, pour les enfants là qui sont plus petits, si on arrive à leur donner le plus d'autonomie possible, peut-être qu'au bout d'un moment, ils auront une autonomie quasi ordinaire. Eux, s'ils veulent avoir des enfants, leur risque, ça sera de 50% de transmettre la pathologie génétique. Et clairement, un diagnostic n'étant pas un pronostic, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire quels vont être les symptômes associés quand on transmet la variation génétique, on sera un peu dans le flou pour dire cet enfant,
qu'est-ce qu'il pourra faire, qu'est-ce qu'il ne pourra pas faire. Et en général, on n'est pas très bon. Alors, on a essayé de collecter différentes informations cliniques, comme ça avait été fait dans les autres éléments de littérature, en disant, bah, aujourd'hui, sur les personnes que l'on suit, donc en rose, la littérature, c'est tous les enfants qui sont rapportés dans des articles scientifiques. On sait que ce n'est pas du tout la réalité du terrain, hein. Il n'y a pas que 73 personnes avec variation dans le gène PAX1, mais il n'y en a que 73 dans la littérature. Et puis, on va prendre à essayer de regarder au total, sur les 97 personnes qui ont une variation dans le gène PAX1, quels sont ces symptômes? Donc ça c'est très important d'essayer de cumuler au maximum ces informations-là, parce que plus on en a, plus on est précis, et moins on a des effets de bord liés au petit volume. Donc qu'est-ce que l'on sait? Ben, on sait que effectivement cette variation arginine 203 glutamine qui est très rare, ben, on la retrouve qu'une fois, et puis une fois dans la littérature, donc peu importe, c'est pas le plus important, c'est toujours des nouveaux. Et puis après, on va avoir des informations. Est-ce qu'il y a un trouble du neurodéveloppement? C'est-à-dire, est-ce qu'on a un retard à la marche, un retard au langage, etc., etc. Donc, c'est pour tout le monde vrai. Est-ce qu'on a un trouble du développement intellectuel, c'est-à-dire un quotient intellectuel inférieur à 70, c'est une batterie de tests? Ben, ce n'est pas 100%. Il y a des enfants qui peuvent avoir des quotients intellectuels supérieurs à 70. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement en termes de fonctionnement scolaire, il y aura un peu moins de difficultés. Simplement, ça authentifie un peu ce que vous avez déjà vu. C'est-à-dire des enfants avec beaucoup de difficultés, des enfants avec moins de difficultés. Voilà. Le retard moteur, le retard de langage, est-ce qu'il y a un trouble du spectre de l'autisme? Donc, un quart des personnes. Trouble du sommeil, donc on trouve que c'est beaucoup plus fréquent dans la série qu'on a vue par rapport au reste de la littérature. Donc, voilà, qu'est-ce qui se passe? Hypotonie, difficulté alimentaire, ce qui étaient des informations qui étaient peu décrites, épilepsie, petite malformation qu'on appelle le colobome. Je ne sais pas si parmi vos enfants, il y en a qui ont des colobomes. Pas ici, mais il y en a. Ah, c'est quoi le colobome? Il n'y a pas de souci. Alors, en fait, le globe oculaire, donc c'est comme une surface, c'est un globe, c'est un rond comme une balle de ping-pong. Et le colobome, c'est avoir, alors, soit au niveau du globe oculaire, comme un petit trou de serrure, qui peut, en fonction de où il est localisé, avoir un effet sur la vision ou pas. Et puis après, au niveau de l'iris, on peut aussi avoir cet aspect de trou de serrure. C'est pareil, il faut qu'on définisse bien colobome myrien, colobome rétinien. Il y en a Et dans puis, l'association. Il y a des enfants qui ont des colons. Oui, oui, pas ici. et ces colobomes peuvent avoir un effet important ou pas un effet important. Et puis derrière, est-ce qu'il y a des malformations cardiaques congénitales? Ça semble être plus fréquent dans la série que l'on suit versus la littérature. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu des échographies faites systématiquement ou pas? Et puis, malformation rénale, pas décrit, mais nous, on en voit plus. Et en gros, d'avoir la clinique PAX1, ça sert aussi à ça, à mieux connaître quelles sont réellement les difficultés de vos enfants. Et puis, cryptorchidie chez les garçons, et cryptorchidie, c'est le testicule qui n'est pas descendu, qui est resté en haut chez les garçons. Forcément, les filles, il n'y a pas. La fille, elle était avec toi. Alors ça, oui, c'est des malformations rénales. C'est tout à fait possible. On va voir après pourquoi. Parce qu'en fait, ce gène PAX1, il n'est pas exprimé que dans le cerveau, il est exprimé dans plein d'autres tissus. Mais on va le voir après. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre information? Le poids, la taille, le périmètre crânien. Comment c'est chez ces enfants? Comment ils grandissent? Comment ils grossissent? Eh ben, ils grandissent et ils grossissent plutôt dans la norme, mais plutôt dans la norme basse. La norme, on la définit comment? C'est 95% de la population. C'est un calcul statistique. Et donc, en gros, ils sont dans les 95% de la population, mais plutôt chez les plus petits en poids, en taille et en périmètre crânien, mais ça reste plutôt ordinaire. Et puis, on a essayé de regarder l'âge à la marche, l'âge au premier mot. Alors, c'est pareil, comment ça marche? Là où c'est le plus évasé, c'est qu'il y a le plus de personnes. Et puis après, on voit donc en vert, c'est la norme. Donc, l'âge moyen de la marche entre 10 et 18 mois. Et puis, en jaune, c'est l'âge moyen de la marche chez les 24 personnes pour lesquelles on a des informations. Puis, pareil, pour les premiers mots, donc, qui peuvent arriver parfois assez tardivement par rapport à la population ordinaire. Et puis, à droite, est-ce que les personnes ont acquis l'écriture et l'écriture? Ben, ce que l'on voit, c'est que oui, on peut acquérir l'écriture et la lecture. Et ça, c'est important comme information parce que ça veut dire que ces enfants ont des compétences. Et donc, il faut qu'on trouve des solutions pour qu'ils puissent utiliser leurs compétences et puissent acquérir l'écriture et la lecture. Et puis après, dernière chose, et ça c'est un peu ésotérique,
et après on verra pourquoi c'est utile. On a essayé de voir si dans l'ADN qui avait servi à l'examen génétique pour la prise de sang, en reprenant cet ADN, s'il y avait des variations dites épigénétiques. Alors, génétique et épigénétique, c'est quoi? Génétique, c'est la molécule d'ADN. Elle est différente ou elle n'est pas différente. PAX1, la molécule d'ADN, à cet endroit est différente. Donc ça, c'est génétique. Et épigénétique, c'est autour de l'ADN. Et si vous voulez, après la clinique, on pourra en parler un petit peu, en sachant que c'est des concepts qui ne sont pas simples, mais on peut en parler un petit peu. Globalement, l'épigénétique, c'est un reflet pour nous pour dire ce gène, il est exprimé ou il n'est pas exprimé. Exprimé, c'est-à-dire est-ce que ce gène, on a pu faire un ARN et une protéine par la suite, ou est-ce qu'au contraire, il est silencieux et il ne se passe rien. Alors, globalement, on a regardé 850 000 endroits de l'ADN où on sait qu'il y a des marques épigénétiques et on a regardé s'il y avait des marques épigénétiques qui étaient trop méthylées ou pas assez méthylées. Je me souviens plus si j'ai mis le schéma derrière, j'ai pas mis, c'est pas grave. Hop, hop, je ne peux pas remonter. Si je clique dessus et je fais comme ça. Non, on a fait ça 10. Hein? Ben ouais. Ah ben là. Non, mais c'est Ah, il est grisé. bloqué. Eh ben oui, c'est grisé. Donc bon, on reviendra après derrière, mais globalement, c'est pas grave. Je pense que c'est comme il y a l'enregistrement, quand on défile, c'est fichu. Ok. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Globalement, on a pu démontrer que chez ces enfants qui avaient des variations dans le gène PAX1, dans l'ADN de la prise de sang, il y a des endroits où il y a une expression, soit qui est supérieur à ce qui est attendu par rapport à la façon ordinaire ou au contraire inférieur. Ça veut dire que la variation PAX1 dans le sang module la transcription des gènes. C'était un peu attendu, mais ça peut être utile. Par exemple, si on veut avoir ce qu'on appelle un readout, et là on en est où là? 10 sur 27, bon, pas grave. Euh, si on a des éléments cliniques, biologiques, pardon, qui nous permettent de dire le traitement est efficace ou pas. Après, on en reparlera un peu après. Alors, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est pourquoi faire une clinique, entre guillemets, ça c'est un terme très anglo-saxon, PAX 1, c'est-à-dire recevoir des personnes à un endroit précis qui ont la même maladie génétique. Et clairement, l'idée, c'est de rassembler des informations qui vont nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, on a une vision très floue de réellement quelles sont les compétences et difficultés des enfants. On a une espèce d'instantané très médical, peu scolaire. Et là, l'idée, c'est d'essayer de récupérer des informations. Donc, on vous propose ces consultations qui auront lieu à lundi, parce que je serai accompagné d'une collègue qui est orthopédiste pédiatre. L'idée, c'est de se dire, bon, on sera deux à pouvoir proposer un examen clinique de votre enfant. On va récupérer des données cliniques, on va récupérer d'autres informations, et puis je vais vous prescrire des bilans pour pouvoir essayer d'avancer. Et puis après, on verra comment on peut financer ces bilans. Parce que les bilans que je vais vous proposer, c'est des bilans faits par des psychologues ou des neuropsychologues pour pouvoir essayer d'évaluer d'autres éléments de compétences de vos enfants. Vos enfants ont probablement eu des bilans psychométriques, c'est des tests de QI pour évaluer quels étaient les différents niveaux de compétences verbales, de mémoire, de vitesse de traitement, etc., etc. Mais il y a d'autres échelles qu'on peut proposer, comme l'échelle de Vineland, qui va plutôt évaluer les habiletés sociales, les compétences d'autonomie de l'enfant. Et tout ça, c'est important pour pouvoir mieux décrire et mieux accompagner. La meilleure des solutions pour pouvoir réussir de se faire financer ces examens-là, pour pas que ça coûte d'argent, c'est si vos enfants sont dans des établissements type IME ou autres, là, vous pouvez avoir accès à du temps de psychologue qui peut vous faire ces examens-là. Oui, on a donc l'association en fait travaille aussi avec la Fondation pour l'autisme à Genève, hein, qui fait ces examens-là gratuitement pour les enfants jusqu'à 8-10 ans. D'accord. Là, l'idée, c'est d'essayer d'avoir un range assez large et de faire, parce que peut-être qu'ils font d'autres batteries de tests. C'est vrai qu'il faudrait probablement qu'on sache un peu quel type de batterie de tests on fait. Et probablement, après en avoir discuté un petit peu, voir si on peut faire des batteries de tests d'anxiété.
savoir s'il y a une anxiété qui est plus importante chez les enfants qui ont des variations dans le gène PAX1. On sait que souvent, c'est plus fréquent quand on a un trouble du neurodéveloppement, qui est lié simplement au fait qu'on a du mal à communiquer, à exprimer ses besoins, et que donc cette anxiété, elle peut se transformer dans plein de situations différentes, troubles du sommeil, troubles du comportement, avec auto ou hétéroagressivité, donc se pincer, pincer les autres, mordre, etc. Tout ça, ça peut être des manifestations en fait de cette anxiété. Or, on a quand même maintenant un peu des outils pour essayer de faire diminuer cette anxiété avec de la sophrologie ou de la thérapie comportementale et cognitive qui permettent à l'enfant de mieux canaliser ce stress. Après, il faut qu'on sache s'il y a un trouble de l'attention ou pas. Oui, Le bilan, c'est quelque chose qui fait en plus de la consultation du lundi. Donc c'est, ça va être des ordonnances. Ces bilans-là, comme nous, on n'a pas de temps de psychologue et que de toute manière, ça consomme énormément de temps de psychologue si on veut faire 4 ou 5 bilans différents, pour vous dire, un bilan type WISC, donc pour évaluer la fonction cognitive scolaire, ça va être une demi-journée de temps de passation et globalement une demi-journée de travail pour la psychologue. Donc une journée complète. La Vineland, c'est un peu plus court. Parfois, on peut demander aux parents de remplir cette Vineland. On pense que c'est à peu près la même chose, mais si on devait faire des essais thérapeutiques sur des résultats de la Vineland et si ce n'est pas fait par des professionnels, on va nous dire bah, vous avez un peu déconné. Donc, bref, voir comment on peut avancer par rapport à ces questions-là. Dans votre environnement, et en fait, ce qui va coincer, c'est si dans votre environnement, vous passez par du secteur de ville, enfin du professionnel de ville, où là, forcément, on va vous demander de le facturer. Donc, la solution, c'est si l'enfant est dans une structure type IME ou autre, il y a du temps de psychologue qui peut vous le faire, dans l'espoir qu'il ne râle pas trop, mais normalement, il devrait pouvoir vous faire ces batteries de tests-là. Elles sont formées, donc il n'y a pas de souci. Une des solutions, c'est de passer par les CRA, les centres de ressources autisme, mais c'est pareil, c'est pas toujours très, très évident de pouvoir avoir accès à ces batteries de tests. Et sinon, de demander à la MDPH, de demander à votre professionnel de vous faire un devis pour ces batteries de tests et de demander à la MDPH de compenser de façon unique sur votre AEEH. Ça va, je dis pas trop de gros mots. Non, ça, je pense que vous êtes hyper expert, malheureusement. Hein, Hein. C'est la seule solution pour avoir la compensation de ces examens pour compenser le handicap. Parce que sinon, l'autre solution, mais ça va nous demander du temps, c'est d'écrire des projets de recherche pour avoir les moyens financiers pour pouvoir financer ça. Ce qu'on peut faire aussi, mais ça dépend de la vitesse à laquelle on veut aller. Parce que le projet de recherche, il y a 10% qui va passer, 90% va partir à la poubelle. Donc on sait que ça peut prendre du temps, et en particulier, pour faire financer des projets de recherche et en France, mais ailleurs, on est quasiment obligé d'avoir 90% du travail de fait en données préliminaires. Et là, à ce moment-là, l'État dit, ah bah oui, je vais financer, parce que comme ça, je suis sûr que l'argent que je donne va aller jusqu'au bout. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Pas de données préliminaires, c'est compliqué d'avoir des financements des données de l'État. Mais bon, on va avancer, on va se débrouiller. Oui, Avec mes notes, ma fille, elle fait partie du programme de recherche aussi, parce qu'il y a un programme de recherche qui a été monté. pour Paxoa, Ouais, ah bah à ce moment-là, il faut qu'on travaille ensemble. ouais. Et donc, C'est quel médecin fait ça, vous savez? C'est un médecin de génétique? oui, oui. Non, mais c'est rigolo. Il faudra qu'on discute ensemble. Et Et alors, est-ce que justement il peut y avoir la prise en charge de coûts à Grenoble eh ben, ça dépend, son projet de recherche, s'il a eu des financements pour faire ces bilans-là ou pas. C'est toujours pareil. Si c'est pas, il n'a pas les financements, on ne peut pas avancer. Mais je pense qu'il faut qu'on se mette en contact pour éviter de faire des doublons, que je ne vous propose pas des choses qui sont faites ailleurs, et si les collègues qui le font ailleurs, qui puissent le mettre en place. Mais ça me surprend. Non, mais je pense que ça, on en parle après, parce que c'est des cas particuliers. Ouais. Mais j'ai pas vraiment de projet de recherche à Grenoble. D'accord. Bon, après, on peut se coordonner. Hein. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de monopole à un endroit ou à un autre. Au contraire, plus on est nombreux et mieux c'est. Mais il faut qu'on se coordonne pour ne pas faire des doublons, pour ne pas disperser en fait l'énergie, pour ne pas disperser les finances. Pour ça, je pense que c'est vraiment le pire qu'on puisse faire. Mais c'est important d'avoir toutes ces notions-là et ces informations-là pour pouvoir se coordonner et travailler ensemble. Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête là ou est-ce que vous voulez qu'on parle un peu d'épigénétique? Ouais, au bout de 5 minutes, parce que Ça fait beaucoup? ouais, j'espère bien. Ouais. Eh ben, on peut.
Bon, la pause, ça peut être de répondre déjà à vos questions. Est-ce que déjà pour vous, la clinique PAX 1, vous arrivez à mieux voir à quoi elle va se servir? Vous avez le soin, là, on a même tout ça, là, on vient avec tous les bilans de tout. Si vous les avez eus, oui. Si vous ne les avez pas, vous faites les ordonnances. Mais effectivement, alors, ce qui va surtout m'intéresser en termes de bilan, c'est s'il y a eu des échographies cardiaques, rénales, donc les résultats. S'il y a eu des IRM cérébrales, les résultats. S'il y a eu des bilans psychométriques, tests de QI, souvent c'est proposé pour des enfants pour lesquels on va se poser la question des orientations scolaires, si on continue en orientation ordinaire ou si on bascule vers, alors pas trop l'ULIS, mais plutôt vers des structures type IME, où là, en général, c'est proposé quasiment systématiquement, mais sinon je renverrai quelque chose à Magali pour que ça soit, vous ayez toute la formation claire. Et puis, après, ben, tous les bilans, donc psychométriques, tests de QI qui ont été faits, les Vineland sont peu faits en systématique, ce qui est un peu dommage parce que ça donne d'autres niveaux de compétences de l'enfant. L'idée, c'est vraiment de récupérer ces niveaux de compétences. Vineland, c'est Vineland. Autant WISC, ça veut dire Wechsler Intelligence Scale in Children, c'est-à-dire c'est l'échelle d'intelligence chez les enfants fait par Wechsler. Il y a la même chose chez les adultes. Ben, c'est nos charabia, on est désolé. Hein. Dans tous les métiers, il y a des charabia. Là, c'est Mais là, il y aura tout ce que vous dites à peu près autant, à ça dans le dossier. Alors après, si vous pouvez récupérer les data, ou moi je peux me rapprocher auprès de Sylvie Audan, mais je ne suis pas sûr que Sylvie Audan, ça c'est par expérience, elle ait conservé le bilan WISC ou les autres types de bilans. Ça fait pas très longtemps qu'en génétique, on s'intéresse à autre chose que la génétique. Parce qu'avant, vous aviez un diagnostic et on vous disait au revoir et trouvez le professionnel de votre choix pour pouvoir prendre en charge vos enfants. Là, maintenant, on essaie de faire un peu différemment. Ça fait quand même un certain nombre d'années maintenant. Mais par expérience, pour tous les autres projets de recherche que j'ai sur d'autres pathologies génétiques, quand je demande à mes collègues, est-ce que tu as les bilans psychométriques, est-ce que tu as les Vineland, est-ce que tu as tout ça, ce n'est pas en leur possession. La plupart du temps, c'est en possession soit de l'établissement qui vous a proposé de passer ces examens, soit de la psychologue, et même parfois les parents n'ont pas ces documents-là. Pour une raison que je ne comprends pas très bien, parce que c'est vos documents. Pas... Donc, si vous n'avez pas fait ces batteries de test, je peux vous proposer de faire une ordonnance. Bien sûr, si c'est fait, on n'a pas besoin de le refaire dans les médias. Après, on pourra se poser la question de le refaire euh, à distance chez un enfant pour voir un peu comment se modulent ses compétences, en sachant que pour pouvoir répondre à ces compétences-là, il faut normalement rester dans le milieu scolaire ordinaire. C'est-à-dire que si vous quittez le milieu scolaire ordinaire, il y a une partie des apprentissages nécessaires pour répondre aux tests que vous ne pourrez plus faire puisque vous n'avez pas appris. Donc, il faut se méfier de ces effets-là. Et d'ailleurs, on va plutôt nous chercher des compétences. Est-ce qu'il y a un trouble de l'attention chez l'enfant? Est-ce qu'il a du mal à se concentrer? Est-ce qu'il papillonne très vite s'il y a le moindre distracteur, la chaise qui grince, la trousse qui tombe, le bruit, la lumière ou autre? Est-ce qu'il a du mal à se concentrer? Est-ce qu'il y a un trouble de l'attention? Si c'est le cas, on peut se poser la question d'ailleurs de proposer un traitement psychostimulant. Peut-être que vos enfants, d'ailleurs, certains ont eu un traitement par de la Ritaline, Quasim, Medikinet ou Concerta. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont eu ces traitements-là? Voilà, Ouais. Donc le Medikinet, c'est parmi les trois autres, enfin les quatre médicaments, un traitement qui permet à l'enfant d'être plus focus dans ses apprentissages et d'être moins distrait par tout ce qui se passe à côté. Donc, c'est des choses qui peuvent se donner en termes de traitement. La pause a été assez longue ou pas? Oui. Alors, pour l'instant, la fréquence, je ne sais pas encore. On va déjà faire un round parce que derrière, nous, il faut qu'on compile, qu'on traite et qu'on voit comment on avance. Mais probablement, d'ailleurs, je vous solliciterai via l'association PAX 1. Je suis en train de mettre en place, mais il faut encore que vous jetiez un œil dessus et que vous le validiez, plusieurs questionnaires, à la fois de qualité de vie et à la fois d'histoire naturelle de la maladie. Pourquoi est-ce qu'on met tout ça en place? C'est parce que on veut, si un jour il y a un traitement, avoir toutes les informations utiles
pour pouvoir évaluer l'efficacité de ce traitement. Si on n'a pas ça, même si on a le plus beau médicament du monde qui fait des choses fantastiques dans les cellules, que c'est super, qu'on a des modèles de poissons, de souris, tout ce qu'on veut, et que c'est génial, on pourra difficilement basculer sur la phase remboursement du traitement par la sécurité sociale. Est-ce que ça vous arrange qu'on vous envoie les documents par mail en amont? Alors, Spécial. on peut, ça va dépendre. Je préfère, alors pas en brut, parce que sinon ma boîte mail, elle est bouchée. Et en ce moment, tous les jours, quasiment, je suis obligé de la vider. Tellement je suis arrivé au bout de la vie de la boîte mail. Soit bah, vous les avez sur un support numérique, et puis moi, je les récupère le jour de la consultation. Ça peut être pas mal aussi de faire comme ça, si ça vous convient. Ça peut être support papier aussi, je me débrouillerai avec un, je ferai photocopie, c'est pas un problème. Et je les numériserai après. Euh, donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, préparons-nous pour pouvoir passer à potentiellement l'étape d'après qui serait thérapeutique. Et puis, de toute manière, on sait que de bien connaître la maladie, de bien connaître la trajectoire de vie, d'anticiper les difficultés, de compenser les difficultés, c'est en soi un traitement. Et pour nous, l'archétype, c'est les personnes qui sont porteurs de trisomie 21. Dans les années 80, l'espérance de vie, c'était 20 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie, c'est plus de 60 ans. Ce n'est pas parce qu'il y a un médicament, c'est parce qu'on accompagne ces personnes comme n'importe quelle autre personne et on leur propose de dépister, de prévenir, de traiter des complications qui pourraient exister. Et ça, c'est parce qu'on connaît la trajectoire de vie tout au long de la vie. C'est là où d'avoir connaissance d'adultes, ça permet aussi de nous projeter un peu mieux, même si parfois, ce n'est pas toujours facile. Mais au moins, sur des complications médicales, ça, c'est sûr que c'est très important. Ouais. Euh, Parce que moi, j'ai été diagnostiqué autiste Asperger. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui pourrait transmettre une maladie à ma fille? Ah, alors ça, c'est compliqué. Mais c'est vrai que j'avais promis qu'on allait reparler un peu d'autisme, ou en tout cas de troubles du spectre de l'autisme, parce qu'on sait que c'est fréquent chez les enfants qui ont un trouble du spectre, qui ont un syndrome PAX1. Globalement, le trouble du spectre de l'autisme, que ça soit autisme dit Asperger, on va dire au niveau enfin niveau fonction, avec un fonctionnement, on va dire ordinaire, ça permet de travailler, ça permet de vivre versus trouble du spectre de l'autisme associé à un trouble du développement intellectuel, où là, c'est plus compliqué d'avoir, on va dire, une autonomie au quotidien. On pense que c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Je dis bien, on pense. Alors, non, ça, c'est autre chose. Ce que je veux dire, c'est que si votre enfant a des éléments du spectre de l'autisme et vous aussi, probablement que les éléments du spectre de l'autisme chez votre enfant, c'est lié à sa maladie génétique, à PAX1. Après, peut-être qu'il y a aussi une partie qui viendrait de vous, et ça, pour nous, c'est compliqué de répondre à cette question-là. Ce que l'on sait, c'est que c'est pas grand-chose. On ne sait pas grand-chose sur la génétique. Non, parce que, en fait, pourquoi la seule façon de pouvoir répondre à votre question, ça serait d'avoir suffisamment de connaissances sur le trouble du spectre de l'autisme chez les enfants, chez les enfants et adultes qui ont un fonctionnement mnésique à peu près ordinaire. Or là, nos connaissances, elles sont zéro. Les connaissances génétiques que l'on a, c'est pour les enfants qui ont l'association d'un trouble du spectre de l'autisme avec un trouble du neurodéveloppement, un trouble du développement intellectuel. Et là, par contre, on est bien meilleur et on sait que c'est les mêmes gènes qui donnent à la fois le trouble du développement intellectuel et les éléments de la sphère autistique. Parce que certains, peut-être d'entre vos enfants, au départ, on a dit il y a un problème d'autisme, puis on a fait la batterie de test, la DOS ADIR, on a dit ah non, c'est pas ça. Il n'y a pas d'autisme sûr, c'est juste des éléments qui ressemblent à. Parce que l'autisme, ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme, et on a probablement des dizaines, des centaines de maladies différentes qui donnent ce symptôme-là. Un peu comme la fièvre, on sait que ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme, on sait qu'on a plein de choses qui peuvent donner de la fièvre. Là, c'est exactement ça. Donc, pour répondre de façon très précise à votre question, il faudrait que j'ai un diagnostic de précision chez vous. On regarde si c'est présent chez votre enfant, et à ce moment-là, on pourrait dire, bah oui, c'est quelque chose qui a été transmis ou pas. Mais on peut avoir dans une famille une personne qui a un trouble du spectre de l'autisme plutôt avec un fonctionnement mnésique ordinaire et une autre personne avec un fonctionnement mnésique qui n'est pas ordinaire, et ça sera des causes différentes. D'après notre généticienne qui a diagnostiqué la maladie de Justine,
pour elle, ce serait une simple erreur d'écriture, et ça ne me pas le monde. Oui. Ah, mais c'est Mais alors, c'est le pour cas. la maladie de Justine, on est sûr que oui. La maladie de Justine, c'est un accident génétique ou une mutation de novo, c'est-à-dire que c'est arrivé que chez votre fille et ça ne vient pas ni de papa ni de maman. Ça, on est sûr à 100%. La question, c'est est-ce qu'il y a un petit bout d'élément autisme présent chez votre fille qui pourrait venir de vous? Et ça, on ne sait pas répondre à cette question-là. Mais les difficultés d'apprentissage et tous les autres soucis, c'est un accident génétique. C'est que votre enfant et c'est ni papa ni maman. C'est plus clair? OK? On fait un peu d'épigénétique ou c'est assez? Oui? Allez. Qui a entendu parler d'épigénétique? Levez la main. Vous êtes quelques-uns. Pendant très longtemps, on a dit que si vous mangiez des pommes avec des pesticides ou des trucs comme euh, ça allait avoir un effet sur votre épigénétique et ça peut vous rendre malade. Globalement, pour comprendre ça, ben, vous vous souvenez que je vous ai dit qu'on est composé de cellules, donc c'est ce qu'on voit à gauche, que dans nos noyaux de nos cellules, on a des chromosomes, c'est ce qu'on voit ici, que ces chromosomes, en fait, c'est fait par les filaments d'ADN, ce qu'on voit là, et dans ces filaments d'ADN, on a les gènes. Je vous ai représenté 5 gènes que j'ai appelés ABCDE, peu importe, qui en réalité ne sont que 5 sur les 20 000. On va essayer de limiter un peu l'information. Et vous voyez que votre gène, en fait, on va prendre le premier, le A en orange, un peu à distance, il y a une autre petite structure qui est reliée à ce gène. Ça s'appelle l'énonceur. Bon, on va avoir avancé petit à petit. Et on sait qu'un gène peut faire plusieurs ARN, peut coder plusieurs ARN, plusieurs protéines. Globalement, ça veut dire que le gène, un gène A, par exemple, il peut avoir une expression dans tous les organes, que dans le cœur à un moment précis, ou dans le cerveau uniquement. Simplement, pour comprendre ça, un gène, c'est comme un livre avec des chapitres. On a des chapitres exons et des chapitres introns. Et un gène, c'est comme un livre dont vous êtes le héros, où à l'intérieur, il y a plusieurs histoires. Qui c'est qui a déjà lu des livres dont vous êtes le héros ou qui ont fait lire des livres dont vous êtes le héros à vos enfants? A priori, normalement, tout le monde. Donc, ce sont des livres où il y a plusieurs histoires. Nos gènes, c'est la même chose. Et comme on a plusieurs histoires, ces histoires, elles peuvent être donc elles sont sous la forme de protéines. Et ben, notre cellule raconte, enfin, notre corps, à un moment, va raconter une histoire, soit dans tous les organes, soit que dans le cerveau, soit que dans le rein, soit que dans le muscle, enfin, peu importe. Et donc, c'est ce que je vous ai montré, les petits fils avec 3 couleurs différentes qui correspondent aux photocopies du gène. Et en fait, on va avoir plusieurs photocopies différentes du même gène, c'est les fameuses histoires, qui vont être transformées ensuite en protéines, que je vous ai mis de couleurs différentes, et qui ont des formes différentes et des fonctions différentes. Alors, comment, déjà, PAX1, on sait que ce gène-là, il peut raconter plusieurs histoires. C'est toujours Human Protein Atlas, probablement ce qui est le plus didactique. Vous voyez ici, à gauche, un individu de sexe féminin, en bas de sexe masculin, et les organes dans lesquels PAX1 s'exprime. Donc tout ce qui est rouge, c'est les organes dans lesquels PAX1 s'exprime. Et puis, la colonne, là, entre les organes et puis l'autre chose à droite, là, donc ici, ça nous explique, moi, je vais mettre au niveau ARN, est-ce que c'est exprimé dans le cerveau? Oui. Dans les yeux? Oui. Dans les tissus endocrinologiques? Oui. Dans le système respiratoire? Oui. Au point de vue digestif, là. Dans l'intestin, dans la vessie, dans les reins, dans le foie, pardon, dans le pancréas, dans les reins, dans les organes génitaux externes, enfin, les organes génitaux, pardon, masculins ou féminins, dans le muscle, dans les tissus souples, dans la peau, et puis le système hématopoïétique. Donc, on sait que ce gène-là, il s'exprime partout, à des niveaux différents. Et on sait aussi qu'il y a des expressions qui sont un peu de protéines. Donc, non seulement l'ARN est présent, mais il est aussi transformé en protéines à peu près partout. Et on a ici les niveaux d'expression dans les différentes parties du cerveau, au niveau de la glande thyroïdienne, parathyroïdienne, etc. Alors, ce n'est pas parce que le gène s'exprime dans un tissu que forcément
il va être responsable, s'il est différent, d'un symptôme en lien. Par exemple, on pourrait se dire, bah, si c'est exprimé dans la thyroïde, peut-être qu'il y a des hypothyroïdies chez vos enfants. Si ça n'a jamais été fait, je pense que ça vaudra le coup de le faire, d'avoir un bilan sanguin. D'ailleurs, il y aura probablement une prise de sang qui sera faite à vos enfants, bien de les préparer. L'idée étant de faire un check-up un peu voilà, biologique complet. Alors, on a des puéricultrices qui sont absolument fantastiques. Elles sont incroyables et la plupart du temps, même quand c'était pas simple de faire les prélèvements, elles sont très performantes. Et on a plein d'outils pour qu'elles aient pas mal, qu'ils aient pas mal aux enfants. C'est soit on met de la pommade là, soit on a le masque avec le gaz hilarant, soit la tablette, qui marche vachement bien. On met le truc qui plaît le plus à l'enfant, hop, l'enfant tourne dans la tablette et ne voit pas qu'il est prélevé, sauf si l'enfant est très anxieux et qu'il a du mal à basculer. Alors, tout ça pour vous dire que le même gène peut faire dans différents tissus des protéines différentes. Comment on peut faire ça? Grâce à l'épigénétique, c'est-à-dire qu'on va mettre sur la protéine d'ADN soit directement des petits groupements chimiques. Ça s'appelle la méthylation de l'ADN. On voit ici. Si c'est beaucoup méthylé, c'est fermé. Si c'est très déméthylé, c'est ouvert. Et ça, c'est complètement dynamique. Je vais vous donner un exemple tout bête pour bien comprendre. Le matin, quand vous vous réveillez, vous fabriquez des corticoïdes naturels. Et au fur et à mesure, le taux de corticoïdes diminue. Et puis, avant d'aller vous coucher, vous fabriquez de la mélatonine, une hormone qu'on fabrique naturellement, qui va être présente toute la nuit, va disparaître au fur et à mesure, et puis vous vous relevez, vous refaites des corticoïdes. Donc ça veut dire que le gène qui code pour les corticoïdes et le gène qui code pour la mélatonine, il est soit ouvert, accessible, on lit l'information, soit fermé, pas accessible, on ne lit pas l'information. Et ça, ce n'est pas lié à l'environnement. Que vous vous réveillez, vous dormez, même si on va dans une grotte pendant 6 mois, on va quand même avoir des cycles d'éveil et de sommeil. Décalé un peu, mais peu importe. Donc, notre ADN, spontanément, il est plutôt fermé. Parce que s'il était tout le temps ouvert, accessible, il y aurait des mutations dedans en permanence. Donc, il est plutôt fermé. Et on ouvre l'ADN, on accède à l'information génétique quand on en a besoin, et après, on ferme l'ADN. Et pour pouvoir ouvrir et fermer, ça passe par des marques épigénétiques. Donc, soit on va méthyler l'ADN, soit on va euh, faire des modifications chimiques aussi sur les protéines sur lesquelles l'ADN s'enroule. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Je vais essayer de pas trop cacher l'image. Là, on a des modifications chimiques sur cette petite partie de la protéine qui dépasse. C'est pareil, on va avoir des combinaisons qui disent c'est ouvert, c'est fermé. Le gène est accessible, il va être transcrit, on va faire une protéine ou pas. Donc, quand on a fait les signatures épigénétiques, qui peut être un élément qui nous démontre qu'on va avoir une efficacité du traitement ou pas, on a regardé les groupements de méthylation sur l'ADN direct. Ça nous a indiqué qu'il y avait des zones qui étaient différentes chez les enfants PAX1 et toujours communs chez tous les enfants PAX1, soit trop fermés, soit trop ouverts par rapport à des enfants appareillés en âge et en sexe. Donc vraiment, parce qu'on a tout bien standardisé et qui démontre qu'il y a des différences dans le sang qui se passe. On ne sait pas trop quelles sont les conséquences, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des différences. Alors, ça serait probablement pas la mélatonine. Il faut parce que on peut la doser sur des prélèvements salivaires, mais c'est pas bon. On pourrait la doser, mais ce que l'on voit plus maintenant enfin, ce qu'on comprend un peu mieux chez les enfants qui ont un trouble du développement intellectuel, c'est que les troubles du sommeil sont très en lien avec l'anxiété. On a quelques troubles du sommeil qui sont réellement d'origine génétique. En particulier, il y a certaines formes où on va inverser le cycle de mélatonine. En fait, c'est des enfants qui vont produire la mélatonine la journée, donc ils ont tendance à vouloir dormir la journée, et ils n'en produisent pas la nuit, donc la nuit, c'est la Java. Et d'ailleurs, comme on est dans notre société, on dort la nuit et pas le jour, on force ces enfants à être réveillés le jour alors qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de dormir, et à dormir la nuit alors qu'ils n'ont qu'une envie, c'est d'être en train de faire plein de choses. Et donc, ça entraîne des troubles du comportement très sévères.
Mais je pense que chez vos enfants, c'est plutôt lié à de l'anxiété qu'autre chose. Mais ça, il faut qu'on le démontre. Donc, pour le démontrer, il faut qu'on fasse des batteries de tests type Hamilton qui vont permettre de dire il y a de l'anxiété, qu'on l'authentifie oui ou non. Et si on authentifie cette anxiété, bah, ça vaudra le coup de se poser la question de comment on peut la prendre en charge. De préférence, pas avec des médicaments, si on peut. Donc, globalement, ces marques épigénétiques, ça permet de donner accès à la génétique. Soit c'est ouvert, ce que je vous ai montré à gauche, et à ce moment-là, on a accès à l'information, soit c'est fermé et on n'a plus accès à l'information. Et c'est très important d'avoir ça parce que euh, dans la journée, vous avez des molécules qui sont fabriquées, des protéines, puis après qui sont plus fabriquées. Là, je vous challenge vos neurones, donc vous êtes en train de fabriquer plein de choses pour essayer de retenir. Et puis quand j'aurai fini de vous embêter, ben, vous allez refermer votre ADN parce que vous n'aurez plus accès à l'info, vous n'aurez plus besoin d'avoir accès à l'information pour stocker l'information que je vous rajoute. Donc, que l'on voit, nous, chez nos enfants, c'est la résultante de deux choses, l'environnement et la génétique, nos gènes, notre ADN. Et pendant très longtemps, on a pensé que les marques épigénétiques, c'était que l'environnement qui en était responsable. Et c'est pour ça que, c'est probablement pas complètement faux, et que on dit les pesticides, ça fait des choses, etc., etc. Alors, c'est certainement vrai, mais certainement vrai pour les agriculteurs qui toute la journée sont dedans. Et eux sont avec des doses massives en permanence, et donc ça leur fait des maladies neurologiques. C'est moins sûr que chez un individu qui, une fois de temps en temps, rencontre un peu de pesticides, ça l'impacte très fort, sauf quand c'est à des moments où il y a une espèce de vulnérabilité de l'organe. On sait que les pesticides ont un effet très fort sur les organes génitaux externes des petits garçons. Ça, c'est sûr, mais parce qu'on est à un moment très particulier. Pour vous donner un autre exemple, qui a entendu parler du scandale de la dépakine? Un peu tout le monde? Donc la dépakine, c'est un médicament qui, si vous êtes né, vous faites un problème d'épilepsie, on vous le donne, vous allez changer l'accès à certains gènes et à d'autres, mais ça vous guérit. Si vous le donnez au cours de la grossesse, à un moment de vulnérabilité, parce qu'en fait, la dépakine, on va jouer sur un set de gènes, on va dire A, après la naissance, et avant la naissance, un set de gènes B, c'est des gènes différents, c'est des gènes qui permettent de mettre en place les fonctions cérébrales, le cerveau, mais aussi le cœur, etc. Et donc, si on touche à ce moment précis avec cette molécule à des doses massives, quand on prend de l'acide valproïque, c'est matin et soir. Quand les mamans enceintes qui ont pris parce qu'elles avaient des problèmes d'épilepsie, c'était matin et soir tout au long de la grossesse. Et il n'y avait pas, c'est pas la petite pomme avec un peu de pesticides de temps en temps. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des doses massives de médicaments qui sont des puissants inhibiteurs de ces marques épigénétiques. Et même en prenant des doses massives, il n'y a que 40% qui auront des symptômes de ces bébés exposés. 60% n'auront pas de symptômes. Ce qui veut dire qu'on a des systèmes qui sont très robustes en réalité. Si c'était pas robuste, on ne pourrait pas transcrire. Et après, bon, la machinerie est très complexe, mais globalement, il faut imaginer que si je veux transcrire, je vais un peu loin, mais après je vais vous embêter. Mais si je veux transcrire le gène, enfin, mon gène PAX1, ma protéine, donc mon ARN1 et ma protéine 1, j'ai besoin de faire un contact entre mon enhancer ici et le promoteur du gène. Si j'ai un autre contact, j'ai probablement l'ARN spécifique pour le cerveau, un autre contact, l'ARN spécifique du cœur. Tout ça pour vous dire que on a besoin de comprendre très finement ce qui se passe dans les cellules avant de se dire on va commencer à bombarder vos enfants avec des molécules qui pourraient avoir des effets, alors qui peuvent avoir des effets très positifs chez vos enfants, mais pas positifs chez d'autres, enfin bref, etc., etc. Et je pense que voilà, et ben, je reviens à mes signatures épigénétiques où on peut les voir, pour vous expliquer que quand on a regardé uniquement les groupements méthyl directs sur l'ADN, c'est xylo-CpG, on s'est rendu compte que c'est probablement plus visible sur celui de gauche. Si vous regardez les niveaux de rouge ici, les niveaux d'atomes rouge ici, les niveaux de rouge, les niveaux de bleu, vous allez vous rendre compte qu'il y a des différences. C'est pas, on n'a pas trafiqué le truc, hein. C'est juste, on a pris
sur les 850 000 sondes, celles qui étaient différentes par rapport à des enfants ordinaires, on voit comme ça nous fait effectivement des différences de couleurs parce qu'il y a des endroits où c'est très, 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 très méthylé, et d'autres endroits où c'est très, pardon, ici c'est très déméthylé, là c'est très méthylé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certains gènes, on ne les a pas identifiés, hein, qui sont probablement moins fonctionnels et d'autres qui sont probablement pro-fonctionnels. Et ça, c'est cette simple lettre de l'ADN qui va un peu perturber le fonction, et on n'est que dans les globules blancs. On n'est que dans les globules blancs. On n'a pas regardé les autres tissus. Mais ça, c'est des choses qu'on peut faire après si on sait aujourd'hui avec les outils modernes transformer des cellules de la peau, par exemple, en neurones, et on peut regarder qu'est-ce qui se passe dans les neurones. Tout à fait possible. Je pense que j'ai dû finir. Alors ça, c'était pour expliquer les épisignatures, mais c'est parfait, on fait comme ça, parce que je pense que sinon, je vais vous perdre. Je vous ai peut-être déjà un peu perdu. C'est pas des choses qui sont très, très simples à expliquer, ça c'est sûr, hein. C'est vraiment des choses complexes. Alors, est-ce que vous avez des questions déjà sur la clinique PAX1 ou sur la maladie de Schwarzenegger? Je pense qu'on va rentrer mal. Depuis que Marc Abramovich L'a l'a prononcé. je ne sais Ben, plus. je pense qu'il faudrait demander à Madame Schwarzenegger comment il faut le prononcer. Il y en a qu'un qui a réussi, c'était le patient. C'est le enfin. Ah, C'est du bâtard, dans une langue allemande. c'est sûr, parce que normalement, il est comme ça, donc c'est probablement pas Schwarzenegger, c'est vrai. Oui. Oui, c'est beaucoup plus guttural, c'est très guttural. Hein? Oui, c'est dur à écrire. Moi, j'ai du copier-coller. Vous avez en fait déjà analysé 24 enfants, c'est ça, hein? Les échantillons d'ADN issus des diagnostics de 24 enfants, tout à fait. Ils sont de l'association ou pas du tout? Alors, France, Europe, Canada et un peu États-Unis. Et d'ailleurs, pour vous raconter la petite histoire, et qui a pour nous qui valide cette signature épigénétique, c'est que euh, en- on l'a fait en réalité au départ sur 23 enfants. Et nos collègues canadiens, en fait, ils reçoivent de partout le monde des ADN de personnes pour confirmer que ce que l'on a observé, nous, en génétique, parce que parfois en génétique, on est sûr de notre coup, parfois on est moins sûr. On va avoir des variantes de signification incertaines. Et quand on est moins sûr, on peut se servir de signatures épigénétiques de maladies déjà connues pour pouvoir dire c'est ça ou c'est pas ça. Et par exemple, il y avait des collègues américains qui avait fait l'hypothèse, en regardant l'enfant, d'éventuellement un syndrome Kabuki, qui avait fait l'étude du gène KMT2D, qui est le gène principal du syndrome Kabuki, et ils avaient une lettre qui avait changé dans cet ADN, mais dont ils n'étaient pas complètement sûrs que c'était bien responsable. Donc ils se sont dit, bon, on va regarder comment est l'épisignature, donc une deuxième technique indépendante, parce qu'elle est très robuste dans le syndrome Kabuki. Est-ce que c'est ça ou pas? Et il s'avère que c'est sorti complètement identique au syndrome de Schwarzenegger. Donc, je le prononce mal encore, mais ce n'est pas grave. PAX1, il est sorti PAX1. Et donc, on est retourné voir les collègues qui avaient demandé cette épisignature en disant ben, qu'est-ce que vous en êtes où? Et en fait, ils avaient séquencé tout l'ADN et ils avaient trouvé une variation dans PAX1, la classique. Donc, en fait, l'épisignature, elle est tellement forte qu'elle permet d'aller attraper des gens qui n'ont pas le diagnostic de syndrome de Schwarzenegger. Mais ça, en fait, on l'a rattrapé, qu'il n'avait pas au départ, mais qui par la suite ont. On avait demandé à ce que les échantillons soient envoyés. On a relancé plusieurs fois, mais je suis pas sûre que ça ait été fait. Alors ça, je ne sais pas, on en a reçu quelques-uns, c'est sûr, parce que l'idée, c'est on a fait une première série, on va faire une deuxième série pour être sûr que ce soit bien robuste et que ça fonctionne bien. Et bah, je regardais, parce que je dois m'en occuper la semaine prochaine ou celle d'après, il faut qu'on envoie ça au Canada et qu'on remplisse comme ça. Alors, nous, on a relayé l'information. 2 fois, on l'a fait il y a déjà, je pense, 2 ans et à nouveau, là, il y a quelques mois. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours de familles qui me disent, en fait, les généticiens sont... Ils peuvent être un peu sur la défensive. Exactement. Oui, on transmettre l'ADN. Transmettre l'ADN. Alors après, on n'a pas besoin d'avoir 50 000 échantillons, hein. Si on n'a pas l'échantillon de votre enfant, ce n'est pas très grave. Ce qu'on a besoin, c'est quelques échantillons pour confirmer que si on les envoie comme ça, notre collègue il est capable de retrouver cette épisignature et donc de la revalider.
On n'en a pas besoin dans l'immédiat. On met cette information en stand-by pour l'instant, mais pour nous, c'est probablement ce qu'on appelle un endpoint. Donc, c'est un biological endpoint, c'est-à-dire un élément d'évaluation d'efficacité thérapeutique. S'il y a un traitement, on peut s'en servir pour dire, ben voilà, regardez, on a normalisé d'une certaine façon les marques épigénétiques dans les Donc là, cellules il faut pas faire. du sang. On n'en a pas besoin. Si on doit faire un traitement, oui. De toute manière, quand on démarre un traitement, en général, les enfants, les pauvres, ils ont des prises de sang de partout, et ils ont des tas de machins de partout, des examens du cœur et tout. Enfin, un essai thérapeutique, c'est un peu lourd. Mais à nous d'être le plus près possible de ce dont on a besoin pour évaluer, plutôt que de faire le parapluie comme ça et de se dire ce qui va sortir. Et ça, en général, on sait que c'est dangereux. On sait que ça, il y a tout le risque, c'est de démontrer, de ne pas réussir à démontrer que la molécule n'est pas efficace. Et ça, si ça se passe, eh ben, on est cuit, on ne pourra plus refaire des tentatives. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit très près sur la capacité d'évaluer les médicaments, parce qu'une fois que c'est foutu, c'est foutu. On ne trouvera plus un industriel qui devra s'y remettre. Donc, c'est vraiment très, très important d'être le plus propre possible sur ces données cliniques pour pouvoir, cliniques, biologiques, neurologiques, d'imagerie, tout ce qu'on veut. Hein. Mais il faut qu'on ait des choses chiffrées, évaluables avant, après traitement, et on l'espère, qui bougent dans le bon sens. Ça, on ne sait pas trop. Génétique, elle varie de l'âge. Oui, sexe et âge. C'est spécifique. Avant. Oui. Et est-ce que ça finalement, toi, si on a une épigénétique là, on a fait elle a 5 ans et Non, parce qu'on a les standards. On a standardisé, on a enlevé tout ce qui était spécifique à l'âge, puisque là, on a des tas d'âges différents pour cette épisignature. Donc, on a gardé, on a écrasé ce qui était spécifique à l'âge et donc non pathologique, et on a regardé que ce qui était très différent, soit trop réprimé, soit trop ouvert. Et en fait, oui, mais c'est un peu logique que ça change avec l'âge, parce que rien que on est enfant, on est adolescent, ben, il y a forcément plein de gènes différents qui vont s'exprimer pour pouvoir être adolescent. Une fois que l'adolescence est finie et qu'on devient adulte jeune, ben, c'est pareil, on a à nouveau des gènes différents. Puis quand on avance en âge, on a à nouveau des gènes différents. Et c'est juste, cette épigénétique, c'est quand même le reflet de notre activité, de notre âge, de ce que l'on fait, etc., etc. Alors, l'environnement peut moduler l'épigénétique, ça c'est sûr. Par contre, là où c'est plus compliqué, c'est quand on veut lier les modifications vues à l'environnement et les effets biologiques. Est-ce que vraiment ces modifications épigénétiques rendent malade ou pas? Pour vous dire un peu où on en est, on sait que par exemple, quand on fait de la procréation médicalement assistée avec une fécondation in vitro, on voit des différences épigénétiques entre un embryon frais et un embryon qui a été congelé et décongelé. Mais globalement, si je vous fais des marques épigénétiques l'hiver et je vous fais des marques épigénétiques l'été, elles seront différentes. Pourquoi? Parce que votre corps s'est habitué et a mis en route ce qu'il fallait pour pouvoir résister au froid, puis quand il fait chaud, pour pouvoir résister au chaud. Donc, c'est dynamique. Bien sûr, je discutais avant les États-Unis, ils ont refusé un traitement qui concernait l'esprit. Alors ça, c'est là où Magali va peut-être répondre un petit peu plus par rapport à ça. C'est toujours pareil. Hein. On peut avoir un traitement qui marche sur un modèle. Ça ne veut pas pour autant dire que ça va marcher chez l'humain. Oui, C'est ça la grosse difficulté. Et la difficulté, c'est d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir le valider, l'évaluer. Et pareil, est-ce que c'est quoi le modèle qu'ils ont utilisé? Qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme élément pour évaluer, valider l'efficacité du traitement? Même chez les souris, c'est pas simple. Chez les souris, il faut aussi avoir des éléments standardisés qui nous permettent de dire ça marche ou ça marche pas. Et après, ça dépend sur quoi ça marche. Parce que peut-être que la molécule, elle a marché sur le transcrit qui est spécifique du cœur et pas spécifique du cerveau. Et là, à quoi ça sert? Nous, ce qu'on veut, c'est le cerveau. J'ai une souris, vraiment, c'est un peu plus compliqué. Alors, enfin, de manière générale, non, il y a pas de thérapie aux États-Unis qui a été traitée sur une souris. Mais après, enfin, on va en discuter. Je voudrais juste
qu'on On qu'on peut. finisse, enfin, Oui, oui, qu'on remercie David d'être à votre venu, disposition. d'avoir pris du temps sur son week-end, À votre disposition. voilà, d'être venu jusqu'ici et plus généralement de créer cette clinique parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on se rende compte que c'est quelque chose qui est extrêmement rare hein, dans le monde des maladies rares. Et par contre, quand vous demandez quelque chose, il faut être très précis parce qu'on n'est pas, on n'est pas, c'est pas nous pour la génétique. Ah mais il faut qu'on essaye d'avoir un discours commun, il faut qu'on essaye d'avancer commun. Et en général, ce que je vais vous demander, Vous l'avez expliqué, mais oui. en 2 heures, Mais c'est pour ça on va le mettre sur le site internet. Hein. Après, c'est pas le plus grave. Enfin, moi, je viens vous voir pour vous donner des informations. Prenez les informations que vous pouvez, puis c'est vrai qu'on peut y revenir, l'avantage c'est que c'est filmé. Mais l'idée, c'est de pouvoir voilà, discuter de la pathologie de vos enfants, de la maladie de vos enfants, et de voir comment on peut avancer ensemble, parce que c'est ça le plus important. C'est comment on peut avancer ensemble, faites des demandes très précises parce que comme ça, on peut. ça marche. Mieux comprendre, mieux prendre en charge, et on espère peut-être traiter. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est important que nos enfants participent à la clinique. Oui, vraiment pour l'avenir, c'est vraiment essentiel. C'est Ça- maintenant qu'il voilà, faut se lancer maintenant. L'idée, c'est de nourrir, entre guillemets, la prise en charge d'abord de base de vos enfants. Parce que, enfin, par expérience, dans d'autres associations de patients, on se rend compte que ça change quand même la connaissance, l'accompagnement, la prise en charge, ça c'est sûr. Après, le traitement, c'est un peu autre chose. On a des temporalités qui sont moins évidentes. Mais ces temporalités-là, mieux comprendre, mieux expliquer, déjà, on peut les atteindre. Faites des demandes très précises. Oui, oui, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Non, mais c'est évident, je ne vais pas vous dire, ça y est, on se revoit dans un an, et puis dans un an, vous avez tout compris, je vous fais une interro, et après, là, on ne va pas fonctionner comme ça. Mais de manière générale, on a vraiment de la chance d'avoir David Et tous les chercheurs, quand et même. Hein, voilà, ah et oui. les chercheurs qui s'intéressent à notre syndrome. C'est important que nous, en contrepartie, on leur donne de la matière en fait, pour qu'ils puissent avancer. Donc, d'où l'importance de participer. On sait que ça prend du temps, de l'énergie de le faire, mais c'est hyper important. Voilà. Donc, C'est la merci. seule solution pour avancer, en fait. Exactement. Bon, sinon, on peut attendre que nos autres collègues à l'international fassent des Oui, avancées alors, aussi. Hein, mais- faut voir que cette recherche sur l'histoire naturelle de la maladie, là, dans laquelle la Partage. clinique rentre, en fait, elle s'inscrit dans... Alors déjà, il y a eu une première étude qui a été faite aux États-Unis par le docteur Berg, mais qui a été arrêtée parce qu'elle a pris sa retraite. Là, ils essayent de la remettre en route. Et c'est vrai que nous, on s'est aussi dit qu'on allait y participer, enfin, euh, en France, hein, j'entends. Euh, et là, pour l'instant, ça a pris un peu de retard chez eux. En revanche, en Espagne, il y a déjà une clinique qui est spécialisée, qui existe depuis plusieurs années. Et David est en contact avec eux pour peut-être partager Bah, les pour partager, il informations. faut partager. Voilà. Plus on a des informations en gros volume, plus on va être précis. Ouais. Merci beaucoup. Bah non, mais avec grand plaisir.